Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons parler ce jeudi 10 décembre dans le décryptage de l'actualité pour commencer ce programme du Nigeria et des États-Unis. Abuja épinglé pour entrave à la liberté religieuse. L'administration américaine a ajouté lundi 7 décembre, le Nigeria à sa liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, considérée comme la première des libertés par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le soutien des États-Unis à la liberté de religion est inébranlable, a-t-il souligné sur Twitter. La liste noire annuelle montre que quand la liberté religieuse est menacée, nous agissons, a-t-il prévenu. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est vrai que les États-Unis ont beaucoup de listes noires, celle des libertés religieuses. Qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, les Américains se réfèrent à la loi internationale sur les libertés religieuses de 1998. Et sur la base de cette loi, quelqu'un comme Pompeo en particulier, protestant qui ne cache pas du tout son appartenance, a toujours lutté pour qu'on laisse les gens pratiquer librement leur religion. Mais comme d'habitude, quand c'est une loi appliquée par les Américains, quand on regarde la pratique, ça pose toujours problème. C'est comme si tout ce qui est américain est universel et international, alors que tout ce qui est américain n'est pas nécessairement un exemple. Ici, on le voit. Sur le Nigeria, Pompeo a dit qu'ils les ont surveillés pendant 1 an et qu'ils trouvent que rien n'a changé. Ils n'ont trouvé aucune bonne volonté de la part des autorités du Nigeria, raison pour laquelle ils vont les mettre sur la liste noire. Mais Pompeo n'a pas donné des faits en disant nous les mettons sur la liste noire parce que les musulmans, les chrétiens, les adeptes de la religion traditionnelle ou autre, il n'a donné aucune précision. Il dit tout simplement qu'il y a des violences, il y a des violations, elles sont flagrantes, elles sont continues, mais on ne nous montre pas des faits qui nous permettent de pouvoir dire voilà la raison exacte, alors que tout le monde le sait, le Nigeria est quand même un allié des États-Unis dans cette zone-là. Il y a eu un rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié en juin, un rapport du département d'État américain qui révélait des tensions entre les autorités et le groupe chiite radical, mouvement islamique au Nigeria. C'est peut-être ce qui est à la base? Mais c'est que ça, c'est un élément, il y en a plusieurs. Il est vrai que le groupe d'Ibrahim Zakzaki, qui est basé surtout à Zaria, a souvent eu des problèmes avec le gouvernement central. Ils ont vu leur marché interdite, ils ont marché, les gens les ont matés, parce que c'est ça l'expression, il y a eu plusieurs morts. Zakzaki est toujours en prison alors que la haute cour fédérale a dit qu'il fallait le libérer parce que c'est pourquoi on veut l'emprisonner, les gens n'ont pas donné des preuves suffisantes. Ça c'est clair. Mais les problèmes de religion au Nigeria ne se réduisent pas au chiisme. Il y a Boko Haram qui est là, qui s'attaque certes aux musulmans, mais qui s'attaque également à ceux qui ne sont pas musulmans, même si au résultat, c'est les musulmans qui payent le plus fort prix en termes de morts, de blessés, de destruction de biens, etc., puisqu'ils interviennent plutôt au nord. On s'interroge également sur l'application de la charia au niveau de certains États au nord du Nigeria. C'est qu'il y a plein d'éléments qui sont là, mais comme j'ai dit, Pompeo n'a pas dit précisément voilà tel ou tel autre élément, parce que quand on prend la question des chiites, le pouvoir nigérien a toujours répondu aux attaques en disant que c'est des gens qui sont en train de s'apprêter à vouloir prendre le pouvoir. On les avait accusés d'avoir voulu tuer un général de l'armée nigérienne, etc. Donc vous avez toujours une réponse du pouvoir central par rapport à une répression contre ces militants chiites. Et quelles peuvent être les conséquences du placement d'un État sur cette liste noire? En fait, les listes noires des États-Unis en général se traduisent par des sanctions. La sanction qui est la plus utilisée, c'est la sanction économique. La première sanction sur le plan économique, c'est de dire que les aides américaines n'iront pas vers un tel pays. Donc ça peut être un risque, par exemple, pour le Nigeria. L'autre élément, puisque les Américains ont tendance à octroyer des facilités aux pays africains dans le cadre de AGOA et autres, quand quelqu'un est sur une liste noire, la personne peut se voir retirer également ces avantages que les Américains accordent à des pays sur la base d'un certain nombre de critères. Donc la liste noire, en fait, il faut le dire, c'est également un moyen de chantage pour l'État américain. On a vu ce qui a été fait avec le Soudan.
pour les sortir de la liste noire, on les a obligés à renouer avec Israël pour dire que, bon, quelle est la valeur de ces listes noires quand les Américains peuvent utiliser ça comme moyen de chantage. D'ailleurs, le Soudan ne figure plus sur la liste des pays qui entravent les libertés religieuses. Oui, puisqu'ils ont reconnu Israël, on a oublié tout ce qu'ils font, alors qu'avant de reconnaître Israël, on les accusait également de créer problème par rapport à la liberté religieuse. On les accusait même de participer au financement du terrorisme, ce qui est encore beaucoup plus grave. Mais dès qu'ils ont reconnu Israël, ils sont devenus tout propres. Ils sont sortis automatiquement des listes noires. Mais c'est pourquoi j'ai dit, s'il faut faire des listes noires pour faire pression sur les États, ben, je considère que d'un point de vue relations internationales, cela pose un énorme problème parce qu'il y a un de l'administration nigériane qui l'a dit en disant que les Américains ne vont pas nous obliger à danser au son de leur musique. Nous ne sommes pas chez eux, nous sommes chez nous. Et ça rappelle l'échange également qu'il y a eu récemment entre le président français et le président égyptien, avec qui je suis rarement d'accord, sauf pour cette fois, sur qu'est-ce qu'on fait des lois de Dieu. Le président égyptien lui a dit, mais pour nous, les lois de Dieu, c'est sacré. C'est les lois de Dieu d'abord, les lois des hommes après. Macron a répété que non, c'est les lois des hommes d'abord. C'est ça qui fait l'universalité des droits de l'homme. Il y a des choses aujourd'hui qui doivent plutôt faire l'objet de discussions à l'échelle internationale, au lieu que certains veuillent imposer leur façon de voir tout simplement à tout le monde. Il y a d'autres pays qui sont sur cette liste, Arabie Saoudite, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, l'Érythrée, l'Iran, Pakistan, Tadjikistan, le Turkménistan et autres. Est-ce qu'il y a quand même des pays dont la présence sur cette liste se justifie? Oui, en fait, pour tous ces pays qui sont cités, la présence pratiquement se justifie. Quand on prend le cas de la Chine, on connaît la situation des musulmans au niveau de la Chine, ce qu'on appelle les Ouïghours. Quand on prend le cas du Pakistan, on a vu comment dans ce pays, plusieurs fois pour des raisons de blasphème, des populations qui ne sont pas des populations musulmanes ont rencontré d'énormes difficultés, etc. Mais ce qui est curieux, l'Inde n'est pas sur la liste. C'est pourquoi j'ai dit cette liste noire-là, elle pose problème. Alors que quand on voit ce qui se passe actuellement à l'Inde, depuis l'arrivée de l'actuel Premier ministre, aussi bien les musulmans que les chrétiens subissent les hindouistes qui sont en train aujourd'hui d'imposer leurs lois au niveau de l'Inde et à la limite même d'entraver la pratique des religions des autres. On a vu des mosquées saccagées du tout. Mais si c'est parce qu'on empêche à des gens de pouvoir pratiquer leur religion correctement qu'on doit mettre un pays sur la liste noire, l'Inde devrait également figurer sur la liste noire. Et d'ailleurs, dans les rapports américains, les gens avaient proposé que l'Inde soit également sur la liste noire, ce qui finalement n'a pas eu lieu. Cette liste-là, surtout sur les libertés religieuses, c'est plus la liste du patron de la diplomatie américaine. C'est lui qui l'a fait. En tout cas, ça ressemble à ça, puisque on parle plus de Pompeo que du rapport lui-même, parce que entre ce que lui, il fait et le contenu du rapport, il y a quand même une différence. Parce que dans le rapport, l'Inde est citée carrément comme un pays qu'on devrait mettre sur la liste noire. Et au finish, il n'est pas sur la liste noire. C'est pourquoi j'ai dit, mais c'est comme si c'est un instrument de politique étrangère qui permet à Pompeo, quand il veut avoir un certain nombre de choses par rapport à certains pays, de leur dire, mais attendez, vous êtes sur la liste noire, si vous voulez sortir, acceptez telle ou telle autre chose, ou bien à d'autres pays qui ne sont pas encore sur la liste noire. Si vous ne changez pas de politique, on vous met sur la liste noire, comme ils avaient fait avec le Nigeria, en disant qu'ils les ont surveillés pendant 1 an. Mais bon, l'Arabie Saoudite est leur allié, l'Arabie Saoudite est sur la liste noire. On n'a vraiment pas vu de sanctions de la part des Américains par rapport à l'Arabie Saoudite. Quand on entre sur la liste, on a un délai pour travailler sur les questions avant de pouvoir être retiré? Oui. En fait, même avant d'entrer sur la liste, ils mettent le pays sous surveillance pendant 1 an. Ce qui était le cas du Nigeria, en demandant au pays de revoir un certain nombre de choses. Et c'est là où ça pose problème, parce que c'est comme si les Américains doivent venir nous trouver dans nos pays et décider, en termes de politique intérieure, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ça pose déjà un problème avec cette démarche. S'il n'y a pas d'évolution dans le sens qu'ils veulent, la personne se retrouve dans la liste noire. Si la personne est dans la liste noire, c'est la même chose. Pour sortir de la liste noire, c'est les mêmes conditions. Si le pays accepte de remplir ces conditions, ils vont faire sortir la personne de la liste noire. Ou bien, quand ce n'est pas les conditions, c'est le chantage. Parce que quand je regarde le Soudan, je ne vois pas du tout qu'est-ce qui a été changé d'un point de vue administration au niveau du Soudan, qui est une république islamique, pour dire que le Soudan a changé tel ou tel aspect, raison pour laquelle on les a sortis de cette liste noire. C'est plutôt parce qu'ils ont accepté de reconnaître l'État d'Israël. Est-ce que Abuja a réagi?
Je ne vois pas encore de réaction officielle, mais vous avez des individus qui ont réagi en disant non, comme la citation que j'ai donnée tout à l'heure, ce n'est pas aux Américains de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il est clair que quand il y a ces répressions, vous avez déjà à l'intérieur du Nigeria des organisations de droits de l'homme, des organisations de la société civile qui ont toujours dénoncé, qui n'ont pas attendu que les Américains le fassent, qui ont toujours dénoncé les abus par rapport à ces libertés d'un point de vue religieux. Pour le moment, on ne voit pas encore les officiels réagir. Certainement, on s'attend à ce qu'au moins le ministre des Affaires étrangères réplique à ce que Pompeo a dit et je ne serais pas surpris que sa réponse ne soit pas loin de la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Ce n'est pas aux Américains de dire aux Nigériens qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau de leur politique intérieure. Mais en même temps, il y a une manne financière des USA en direction du Nigeria qui est en jeu, manne financière dont le Nigeria ne pourrait pas se départir. Oui, c'est tout le problème avec le jeu politique des États-Unis. À chaque fois, leur aide est conditionnée. Et finalement, il faut se poser la question, est-ce que c'est une aide ou bien est-ce que c'est un conditionnement tout simplement qui est accompagné par cette aide-là? Je crois que le Nigeria, en tant qu'État souverain, va faire ce que le Soudan avait fait. Quand on parlait du Soudan, c'est ce qu'on avait dit. Ils vont devoir poser malheureusement le pour et le contre. Et le Soudan était carrément sous étau à l'époque et ils ont été obligés d'accepter ce que les Américains ont voulu. Est-ce que le Nigeria est dans la même situation pour accepter faire comme le Soudan ou est-ce que le Nigeria va préférer garder son autodétermination, son autonomie, son indépendance et dire que ce n'est pas les Américains qui vont nous dicter ce qu'on va faire? On attendra la réaction officielle pour voir dans quel sens le Nigeria va aller. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et après l'invité.